Bienvenue en Grèce, dans la région nord, en Macédoine. Nous sommes à Thessalonique, sur le bord de mer, avec derrière nous la Tour Blanche, également appelée Tour du Sang. Nous allons recevoir comme invité Yannis Labrianidis, qui est architecte et navigateur. Il connaît tout sur les croisières au large de Thessalonique. Et tout de suite, j'ai à mes côtés Tina Karakatsani, qui est guide touristique ici à Thessalonique. Cette Tour Blanche, elle a une vraie histoire très importante pour la ville. Oui, bien sûr. C'est la Tour Blanche, autrement appelée la Tour du Sang ou la Tour des Lions auparavant. Alors, c'est le symbole de la ville. C'est le site qui attire la plupart des touristes ici à Thessalonique. Ça faisait partie des fortifications de la ville parce que la ville était bien entourée des remparts. Et à un moment donné, pendant la période ottomane, c'était un lieu de prison, c'était un lieu d'exécution. Et c'est pourquoi nous avons des différentes appellations. Un grand merci Tina. Je vous invite tout de suite à retrouver toute l'actualité du nautisme. En cette édition, le Fort Boyard Windsurf Challenge est devenu un classique pour tous les amoureux de la planche à voile. Organisé en Charente-Maritime à Fouras, ce rendez-vous qui mêle à la fois amateurs et professionnels a rassemblé cette année plus de 200 concurrents. Le principe est simple, départ en ligne de la plage de Fouras, contourner le Fort Boyard construit entre 1804 et 1857 et enfin, retour à la plage. En tout, 20 km d'un parcours musclé qui sourit bien souvent aux professionnels, comme Antoine Albo, qui vient de s'adjuger le 7 octobre dernier son 20e titre de champion du monde de planche à voile, slalom. Une année qui se termine vraiment avec succès. Une belle manche aujourd'hui avec un vent super favorable et je crois 45 minutes pour aller au Fort Boyard et revenir. Et puis sur la plage ici, on peut discuter avec n'importe qui, signer des autographes. Donc c'est vraiment des épreuves super conviviales. Cette année, pour toucher un plus vaste public, les organisateurs ont associé à la planche à voile le paddle race et une vraie nouveauté, les pirogues polynésiennes d'équipage. 3 disciplines qui ont toutes trouvé leur public. Chacun à son rythme, chacun avec son style, envie d'en découdre ou de savourer, ce rendez-vous met les sports de glisse sur les devants de la scène. Et même si la météo n'était pas de la partie, cette 7e édition a été réussie. Voilà, on se retrouve avec notre invité Yannis Labrianidis, qui est architecte et surtout navigateur. Nous sommes sur le toit du club nautique de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, en Macédoine. Alors un club nautique très familial, avec une ambiance très conviviale, très chaleureuse. Oui, c'est vrai. Nous sommes à peu près 500 membres sur ce club. Mais on est presque tous les amis. On a des enfants qui démarrent leur vie marine ici et après ils amènent leurs enfants. Alors, il y a beaucoup de bateaux, une centaine de voiliers, souvent d'ailleurs des bateaux français. Il y a des bateaux de construction française, oui, c'est vrai. Il y a à peu près une centaine de bateaux qui sont ici à la marina du club. Et nous participons à des régates qui commencent au mois de mars jusqu'au fin juin, et du septembre jusqu'au novembre. Alors nous, on a découvert dans l'archipel des Cyclades notamment le fameux Meltem, un vent extrêmement puissant. Ici, ça a l'air quand même un peu plus calme. Le Meltem, pour nous, c'est un vent qui est très agréable parce qu'il sache toute l'humidité du pays. Il est régulier, donc on n'a pas de risque parce qu'on le connaît. C'est prévisible, donc on sait quand il démarre qu'il va durer à 24 heures, 36 heures, 18 heures. Bon, il a des signes et c'est facile à apprendre ces signes et c'est facile d'avoir des renseignements par des locaux. Dernière question, l'environnement, la préservation de la côte, du littoral, des plages. On essaie de garder ce littoral propre. Oui, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, on voit que la Grèce a des côtes qui sont propres, que j'espère qu'on va les préserver comme ça. Il faut faire attention, évidemment. Il y a une prise de conscience les dernières années, parce qu'avec la croissance du tourisme, il faut vraiment faire attention de ne pas polluer ces sites exceptionnels. Allez, un petit dernier mot quand même, c'est important, sur le mont Athos. C'est quand même un des symboles de la Grèce où on peut naviguer pas très loin. Oui, on peut naviguer facilement à Athos, c'est-à-dire on peut faire un périple d'Athos. On ne peut pas approcher sans un permis spécial les monastères, mais la vue est extraordinaire. Un grand merci Yannis, je vous emmène tout de suite en Crète, un peu plus au sud, pour retrouver le Crète Aquarium avec un laboratoire de recherche marine et également de l'aquaculture. C'est parti! Il fait partie des plus grands et des plus modernes aquariums d'Europe.
Le Crétaquarium, créé en 2005 à Gournès, à quelques kilomètres d'Héraclion en Crète, est un savant mélange entre recherche scientifique et la découverte du monde marin. Sa spécificité, c'est la faune de la Méditerranée orientale, avec pas moins de 2500 organismes vivants appartenant à 300 espèces différentes. Si l'aquarium n'a que 7 ans d'existence, le centre de recherche appelé Thalassocosmos fonctionne quant à lui depuis 25 ans déjà et compte 150 chercheurs travaillant dans 3 domaines différents. Un bâtiment, c'est l'aquarium, là où on se trouve. L'autre, c'est le bâtiment d'Aqualabs, là où on fait la recherche sur l'aquaculture. Auparavant, l'agriculture, c'est le premier producteur en Europe, l'agriculture grecque. Et le troisième bâtiment, c'est le centre de recherche pour la biologie marine et génétique. Au total, le Crétaquarium compte 60 réservoirs allant de 125 000 à 900 000 litres d'eau de mer, sans compter les bassins de recherche qui permettent aux scientifiques d'observer, d'étudier et de comprendre le comportement des espèces dans leur environnement. Un défi scientifique et économique comme l'aquaculture qui emploie directement ou indirectement plus de 10 000 personnes en Grèce. Leaders dans ce domaine en Europe, les Grecs ont su profiter des conditions naturelles du climat, de la grandeur de leur littoral, 18 000 km de côte et du travail effectué par les scientifiques du Crétaquarium. Aujourd'hui, la Grèce exporte 80% de sa production aquacole. L'aquarium, c'est un outil très important pour la recherche marine, pour savoir ou apprendre en plus sur la vie des différentes espèces, espèces qui sont intéressantes économiquement, mais même que les autres espèces. It is very important because most part of Greece is actually sea. C'est très important parce que la Grèce, c'est principalement la mer et l'environnement marin. On pense que dans l'avenir, on va développer les activités marines. Et pour ce faire, nous mettons en place des stratégies et des objectifs. On doit absolument soutenir ça pour aider la croissance économique de notre pays. L'aquaculture en Grèce qui a fait ce secteur un très important secteur pour l'économie puisqu'on est les premiers en Europe, par exemple, de produire du loup et de la dorade, donc qui fait importer de l'argent de l'étranger aussi. Lieu de découverte, de savoir et de recherche, le Crétaquarium participe autant à la vie culturelle dans le domaine de la faune sous-marine que dans la stratégie économique de la Grèce pour la prévention et la préservation des ressources marines. Retour avec clap de fin de notre émission à Athènes avec derrière moi l'Acropole, le fameux rocher sacré et ses propylées, cette porte d'entrée. Propylée en grec, ça veut dire porte d'entrée du temple. Un peu plus loin derrière, vous avez le Parthénon, le temple de la déesse Athéna qui a donné son nom à la ville d'Athènes. Athènes compte 5 millions d'habitants, 11 millions d'habitants dans toute la Grèce. Athènes est bien sûr la capitale historique de l'Europe. Elle est devenue la capitale de la Grèce en 1834 et la Grèce a pris son indépendance après la domination turque en 1821. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.